prendre l'identité aboutie et puis pour enregistrer. Donc, bonsoir à tous, bienvenue à la boutique. La plupart vous connaissez un peu le rituel de nos rencontres qu'on essaie de faire, qu'on essaie de tenir de manière hebdomadaire depuis pas mal d'années, 5 ans déjà, et on profite de la sortie de DVD ou de livres pour faire venir l'auteur, le réalisateur, on a beaucoup des comédiens, des critiques. Et le principe de la rencontre, de manière comme ça assez informelle, de parler de cinéma, de parler de littérature, de parler de la vie en général, mais essayer de faire le lien quand même avec notre lieu, qui essaie de défendre quelque chose, une certaine idée du cinéma quand même. Et ce soir, on est très heureux d'avoir avec nous Corinne Serrault, qui sort un très bel ouvrage autobiographique chez Actes Sud. Je vous remercie. Parce que j'ai failli passer à côté et ça a été, je me suis plongé totalement réjouissante et puis ça m'a énormément parlé. Alors, mais avant de parler du livre tout de suite, je pose toujours une question un peu rituelle sur les premières images. Quand on parle cinéma, on n'en parlera plus puis on en reparlera. Sur les premières images de cinéma qui, vous, Colline, vous ont marqué un premier souvenir peut-être de la salle de cinéma, peut-être une image de film, quelque chose d'un peu ancien, peut-être un peu archaïque. C'était à l'école de Beauvallon où j'ai été un peu aidée au départ. Et quand il pleuvait, on allait dans la salle de jeu, et on s'asseyait par terre, et on nous projetait les 8 mm de Chaplin pendant des heures. Et on les regardait en boucle. Donc je connais vraiment bien tous les courts-métrages de Chaplin de début. Et je pense que j'ai jamais aimé aucun film mieux que ça, plus que ça. D'accord. Et après cet amour du cinéma, si il y avait quelques planètes comme ça, quelques réalisateurs, quelques pôles, ça ressemblerait peut-être à quoi des noms importants ou des univers comme ça où vous vous êtes dit, bah oui, il faut vraiment que je fasse le cinéma s'impose, quoi. Vraiment, comme si on découvrait une planète, quoi, quelque part. J'ai pas tellement été j'étais un rat de cinémathèque, j'étais tout le temps fourré au cinéma, mais je ne peux pas dire que j'ai eu c'est pas le cinéma qui m'a influencé à part Chaplin. C'est pas des réalisateurs, des comédiens, non. Non, pas du tout. D'accord. Parce qu'en général, on fait. Alors c'est assez drôle parce que je demande aux invités de choisir de nous faire une petite sélection et tout ça. Là, j'aurais été un peu. Je pense un peu enfant. Non, c'est la musique, la philosophie. Oui, c'est tout le reste. Oui, la peinture surtout. D'accord. Le livre, alors c'est le livre qui est chapitré par des hashtags, de très nouvelles technologies alors. Oui, je suis un peu une geek, sauf que je n'aime pas les réseaux sociaux. Ah d'accord. Mais à part ça, j'aime bien l'informatique et je suis très... J'ai été une des premières à utiliser le numérique dans mon métier. J'étais le premier film qui est sorti en numérique en salle. Tourné en numérique, c'était K.O. En France. Et même, je crois... donc j'ai tout de suite compris que ça serait la technologie du futur et l'écriture du futur. Donc je suis très technicienne. Mais pas sur les réseaux sociaux parce que je suis assez pudique comme personne. Oui. Sauf là, en tout cas. Pas tellement en fait. Non. Je reste assez pudique. Mais c'est toute la force de cet ouvrage, c'est-à-dire que c'est une plongée, quelque chose de très intime, en même temps énormément de pudeur, mais il y a quelque chose qui est dévoilé, mais on ne se sent jamais mal à l'aise en tant qu'acteur. On ne se sent jamais voyeur, on ne se dit pas, tiens, on ne doit pas être à cette place où on nous livre quelque chose qui n'a jamais dit avant. Mais on ne se pose pas ces questions en fait. Non, parce que j'ai essayé de tout le temps relier les histoires qui sont arrivées à des faits de société aussi et à des histoires auxquelles les autres puissent se relier. C'est-à-dire que mes histoires n'ont rien d'extraordinaire. Elles sont particulières évidemment, mais
elles n'ont d'intérêt que si elles peuvent se relier aux autres, et c'est-à-dire aussi représenter l'idéologie et la manière de vivre d'une certaine société à un certain moment, quoi. Mais c'est assez. Alors, il y a trois mouvements quoi, dans le livre, ceux qui m'ont précédé. Je sais pas, le deuxième en tête. Le deuxième, c'est texte à l'envers, et le troisième, c'est des fragments, pas des fragments, mais des pensées. Des pensées voilà, ça, oui. Quelques pensées. Les femmes peuvent penser. Alors, on va y venir. Peuvent philosopher. Elles peuvent tout faire. Évidemment. Mais ceux qui m'ont précédé, mais moi j'avais l'impression, j'ai ouvert la première page, j'ai l'impression que j'étais sur le pont du Titanic. Il y avait un côté comme ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, il m'a raconté l'histoire de ses aïeux comme ça, et j'étais dans un roman. J'étais dans un roman. C'était un parti pris, déjà vous aviez cette idée-là en tête, de raconter cette histoire familiale. Et c'est là aussi, vraiment je remercie les histoires dessus, parce que je ne pars pas dans une écriture en me disant je vais faire ça. Je suis des chemins souterrains qui m'emmènent quelque part, et après je construis, mais je ne me suis pas dit, en racontant par exemple la première histoire qui est la rencontre entre le Bernoulli et l'anglaise, je ne me suis pas dit tiens je vais le raconter comme ça. C'est sorti comme ça dans cette écriture-là, qui est presque un début de roman, et qui peut aussi être un court-métrage ou un film. Oui, tout à fait. Mais c'est une écriture aussi. Oui. Et je ne me suis pas dit je vais faire ça. C'est vraiment, l'écriture, c'est quand même un chemin très inconscient. Après, les autres romans ne sont pas écrits de la même manière parce que chaque histoire commande son écriture. Oui, et en même temps c'est du roman, et en même temps il y a le genre épistolaire aussi. Voilà. Donc il y a une façon de faire revivre comme ça un passé qui s'est vraiment passé, qui est aussi fantasmé. En tout cas, ce qui est des lettres, c'est pas fantasmé. D'accord. La première histoire, elle est très ancienne, donc on n'a pas tellement de témoignages, puisque ça a été une histoire clandestine, plus ou moins. Mais bon, on sait que ça s'est passé comme ça quand même. Et puis après, moi, j'ai brodé sur cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est justement cette espèce de... intéressant. Enfin, moi, c'est comme ça que je voyais les choses, c'est liberté, quoi. Liberté absolue de trouver la manière d'écrire ou la manière de filmer qui va être l'écriture de ce qu'on a envie de raconter, sans avoir de préconception. Par exemple, je ne me dis pas, tiens, je vais faire une comédie. Non, je ne me suis jamais dit ça. En fait, c'est toujours des prémices assez dramatiques, les films. Mais après, à partir du drame, on va vers l'humour parce que c'est de la survie, l'humour. Oui, non, mais évidemment. Mais oui, après, c'est un parti pris. Il y a aussi des drames qui sont des tragédies qui peuvent être sublimes. Mais bon, disons que c'est pas cette pente, c'est pas votre pente, quoi. Bah non. Ça tout me fait plutôt rire après. Ouais. Et en même temps, on traverse des grands morceaux d'histoire, l'histoire du siècle, qui n'est quand même pas des plus joyeuses du début du siècle. Et puis on rend des personnages très forts, très forts, des hommes forts, des femmes fortes, des portraits comme ça, qui se trouvent être des gens qui ont... Voilà, mais c'était aussi parce qu'ils étaient dans une époque qui était celle de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où on était forcé de faire des choix. Maintenant, c'est beaucoup plus flou. Les prises de position qu'on peut prendre à cette époque-là, où vous étiez un collabo, vous étiez résistant quand même. Il n'y avait pas énormément de place pour autre chose. Il y a eu des hésitations, il y a eu des... Enfin bon, où vous aviez le courage de vous dresser réellement contre cette occupation nazie, ou bien vous étiez de l'autre côté, quoi. Et donc ça, c'est vrai que les gens, que par hasard, dans lesquels la famille de qui je suis tombée, enfin, dans cette famille, ben, ils étaient plutôt des résistants. Donc ça devient des grandes figures parce qu'ils étaient dans une époque où c'était facile et difficile, mais si on prenait si on faisait un certain choix, ben, on devenait un héros, quoi. Et avec énormément de courage et de danger. Parlez-nous peut-être de cette figure-là, parce qui occupe un chapitre important de Marguerite Spérant, quand même, qui voilà, on sent que ça a été...
C'était fondateur. C'est quelque chose de Et fondateur. pas que pour moi, hein, pour beaucoup de gens. En quelques mots. Marguerite Soubeyran, elle a fondé une école dans les années 30 qui s'appelait l'école de Beauvallon à Dieulefit, dans la Drôme. Et c'était une école qui fonctionnait selon des méthodes très nouvelles d'éducation, parce qu'il y a eu tout un courant très fort en Suisse surtout. Elle sortait de l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève, et ensuite c'était beaucoup plus avancé que nous sur beaucoup d'idées philosophiques et même sur les mœurs, il était très avancé. Donc c'était là où il y a eu donc l'appareil Montessori, Rudolf Steiner, il y avait énormément vraiment d'avancées dans la gestion de l'éducation. Donc elle est forte de cette formation-là, elle a fondé son école dans la Drôme, et ensuite se sont agrégées à elle deux autres femmes qui étaient ma marraine et ma tante, la sœur de ma mère, et ça a été extrêmement important pour nous, pour tous les gosses qui sont passés là, parce que c'était une école qui était extrêmement en avance sur son temps. Et on était déjà dans une démarche totalement écologique, hein, et sur la santé aussi, avec l'homéopathie, Rudolf Steiner, toutes les idées de Rudolf Steiner, et le jeûne, la santé, le contact permanent avec la nature, on était tout le temps dehors. Il y avait aussi toute une forme de démocratie qui était très intéressante, c'est-à-dire que les gosses, il y avait tous les jours une assemblée dans laquelle... il y avait la réunion et l'assemblée. L'assemblée, les enfants, pendant le temps de l'assemblée, c'est pas non plus un truc démagogique, pendant le temps de l'assemblée, les gosses avaient la même voix que les adultes, donc ils pouvaient parler des dysfonctionnements, parler de leurs problèmes, etc. C'était des gosses qu'on appelait caractériels intelligents. C'était très compliqué comme gosse, mais intelligent, quoi. Donc, et surtout après-guerre, c'était vraiment la cour des miracles en France. Hein. La France était dans la misère, avec beaucoup de traumas dus à l'exode, aux bombes, aux décès, aux prisonniers. Enfin, la France était en état à ramasser à la cuillère. Hein. On ne s'en rend pas du tout compte maintenant. Mais... Donc, Beauvallon a hérité de ces gosses-là. Et il a fallu trouver des solutions pour vivre avec ces traumas et les réparer, quoi. Donc, alors je m'étais où Non, mais c'était... Voilà, donc... mais c'était très... On parlait de l'Assemblée. La santé, l'Assemblée, donc les gosses avaient pouvaient parler de ce qui se passait dans l'école. Et puis la réunion, c'était important aussi. La réunion pendant 10 minutes tous les matins, toute l'école était ensemble et avait 10 minutes de culture. Donc c'était un poème ou un tableau dont on parlait pendant 10 minutes, c'est tout. Ou une musique, enfin, tout ce qui était de l'art, c'était ma tante qui s'en occupait. Et quelqu'un était désigné ou c'était d'accord c'était plutôt elle, quand même, parce qu'elle avait beaucoup de goût et elle était très cultivée, donc c'était elle qui faisait ça. Et ce qui fait que, même si des gosses étaient complètement rétifs à la culture, bon, il y avait un truc qui rentrait dans le crâne 10 minutes par jour, quoi. Et finalement, des années après, c'est ça dont ils sont les gosses. Enfin, nous, quand on les revoit, quand on se revoit avec l'ancien de Beauvallon, c'est comme si on voyait notre frère, quoi. Ah oui, c'est une espèce de lien très fort. Et ce dont on se souvient, c'est ça. C'est ce dont eux se souviennent, de quelques milieux qui viennent, ce moment de culture. C'est ce qui a fait aussi ce qui les a ouverts sur quelque chose. En dépit de la culture d'origine ou de la classe sociale, quoi. C'est amusant parce qu'on retrouve ça même dans vos films ou dans votre œuvre, cette façon d'être toujours, pas à l'avant-garde, mais des choses un peu avant quand même. Et avant l'époque, c'est-à-dire d'être comme ça, sentir le pouls comme ça du temps et être inaudible parfois. C'est genre, mais qu'est-ce qu'elle dit, ou c'est encore des lubies de. Voilà. Et en fait, quelques années plus tard, mais oui, ce rapport au temps comme ça, et quand est-ce qu'on est entendu, quand est-ce que les gens sont prêts en fait, à entendre ça, ou la société. Oui, c'est une gestion compliquée pour un cinéaste, parce que il y a des fois on est complètement dans la vague, comme ça a été le cas avec 3 hommes et un couffin, où c'était juste au moment où c'était latent dans le désir des hommes de reprendre la main sur leur paternité finalement. C'était au bord d'être
d'être conscient, quoi. C'était juste avant la conscience, et pas ça l'a révélé. Puis après, il y a eu d'autres films aussi qui étaient vraiment pris dedans. Et puis il y a par exemple La Belle Verte, c'était 20 ans en avance, quoi, carrément. Mais, celle-là, ça a été un four pour le coup. mais non seulement un four, mais des insultes. Ouais. Ouais, des insultes cinglantes. Bon, je fais avec, hein, mais. Non, mais Et maintenant, là encore, là, ce matin, je marchais à pied, j'avais un mec qui me saute dessus dans les jardins. Le mec, il a 30 ans, voilà. Il me dit, vous avez changé ma vie avec La Belle Verte, et moi, ça me bouleverse, quoi, parce que c'est des gens qui... C'est des jeunes, et puis lui, il apprend à ses gosses, et puis, voilà. Et ça fait combien de temps que je fais La Belle Verte? Ça fait 22 ans, 23 ans. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est bien ça. Voilà. Et vous le dites, il y a un chapitre qui est consacré à ce film-là, et voilà, catastrophe que ça a été à la sortie, et en même temps, la façon dont le film a vécu et vit encore, et se transmet, et, comment il déjoue tous les pronostics quelque part, comment ils vont. Oui, parce qu'il accompagne une société. La société, elle est tout le temps en mouvement, elle est tout le temps comme une espèce de nuage de fumée qui bouge dans tous les sens. On ne voit pas très bien quand on est dedans, dans quel sens ça va. Et c'est comme la théorie du chaos, quoi. Mais après, en fait, ça va dans un sens. En fait, ça va dans un sens. C'est des outils d'analyse qu'il faut avoir pour le voir, ça. Et ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de... C'est pas de l'intuition, hein, seulement. Oui, mais c'est la fameuse intuition féminine. Non, mais c'est de la pensée. Non, mais je anticipais un peu la prochaine question, mais c'est curieux parce que je relisais par exemple sur le dialogue dans la crise du rétro, mais j'ai pas revu le film depuis qu'il est sorti quand même. Et j'ai relu cette scène et la scène m'est revenue, le film m'est revenu, et c'est comme si c'est quelque chose qui m'habite. Cette scène est plus grande que juste une anecdote ou juste une scène comique. Elle dit tellement sur le rapport humain, sur les dominations, la violence, la bêtise. Et donc ça ne s'écrit pas juste sur un coin de table comme ça, parce qu'on se dit tiens... ça vient de... Parlez-nous de ça, voilà, de cette chose qui est légère, qui a l'air d'être légère, mais qui ne l'est absolument pas et qui perdure comme ça, qui infuse. C'est parce qu'elle n'est pas lourde qu'elle perdure. Elle n'est pas didactique, elle vient des profondeurs. C'est-à-dire il y a tout un travail d'analyse, de lecture, dans tous les domaines, parce que moi je m'intéresse à la physique, je m'intéresse à l'économie, à la politique beaucoup. J'ai été vraiment labourée aussi par toutes les écritures marxistes, par Freud, par les féministes, par l'écologie. Donc après on est d'accord ou on n'est pas d'accord, il y a des choses avec lesquelles on est... Mais il faut quand même avoir des outils pour penser. Il en faut des outils, parce qu'autrement on pense avec une bouette. Alors, c'est ce que veut cette société. Hein. Oui. Ils sont très très forts pour nous dire que tous les outils avec lesquels on pourrait penser sont dépassés, sont nuls, sont... Mais non, moi je dis non, cultivez-vous dans tous les sens, lisez tout. Et après, ça fait une espèce de... C'est ça le travail d'un artiste, c'est qu'on n'est pas des universitaires. On peut avoir une démarche de recherche à peu près semblable à celle des universitaires, on n'est pas non plus des journalistes. C'est-à-dire qu'à un moment, ça fait une espèce de matière qui vous irrigue et à partir de laquelle tout d'un coup les choses sortent. Apparemment comme une espèce de jaillissement, comme une source, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Parce qu'aussi il y a aussi le silence et le temps de gestation qui est un temps comme de gestation d'un enfant, où on ne peut rien écrire. Il y a vraiment un temps très dur où on n'écrit pas. On prend la feuille blanche et quand on écrit, on est obligé de s'imposer une discipline d'horaire, parce qu'autrement, c'est la parabole du pêcheur. Hein. Quand vous êtes pêcheur, vous ne savez jamais comment vous allez pêcher un poisson, ou combien de poissons, ou quelle façon de poids, ou vous pouvez rester 10 heures devant cette rivière et rien pêcher. Et donc on ne sait rien sur comment on va sortir cette création. Par contre, il y a une chose qu'on sait, c'est que si vous n'allez pas pêcher, vous ne pêcherez rien.
Donc il faut quand même être là, prêt à pêcher, quoi. Et il y a quelque chose qui mûrit aussi dans le silence et dans l'impossibilité d'écrire. Et tout d'un coup, quand ça sort, ça sort. C'est des processus qui sont très proches de la nature, qui sont très organiques en fait. Et la nature est très très puissante en termes de disque dur. Je veux dire qu'une graine, c'est un programme informatique d'une puissance incroyable. Et puis tout d'un coup, elle germe. Et ça devient un truc comme ça devient un chêne qui produira des milliards de... Donc la manière dont sort la création, c'est très organique. On ne peut pas savoir quand, ça ne sert à rien de tirer sur la salade, comme disait ma mère, parce que vous allez l'arracher, mais elle ne sera pas plus vite. Voilà, il faut accepter cette relation organique et ce temps-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile ou plus compliqué qu'il y a quelques années, dans le sens où aujourd'hui on a évidemment plus d'informations, on peut se nourrir comme ça, et c'est une richesse incroyable. Avec les informations par Internet, qui sont quelquefois parcellaires, quand même. Il y a quelque chose d'extraordinaire. On va beaucoup plus vite. Mais après, la profondeur de l'analyse, le temps du livre, le temps de lire tranquillement un bouquin, d'y revenir, de le souligner, de comprendre, et de le relire quand il est important. Parce que nous, on change. Donc on change, donc aussi notre lecture change. Moi, c'est Grodin qui dit ça dans, je ne sais pas si vous connaissez Grodin, qui est psychanalyste, le livre du sac, il dit, quand vous bonjour, quand on, et moi il disait un essai de Freud, et il disait à un moment, c'est marrant, mais je tombe endormi sur une page, et c'est pas possible, moi, je reprends du début, à cette page, je retombe, et il retombait tout le temps endormi à cette page. Parce que c'est un truc qui ça touchait trop, quoi. À l'entendre. Et puis 10 ans après, vous lui disiez, tout d'un coup, c'est possible. Donc on est nous-mêmes, on est une matière en constante évolution, mouvement. Alors il faut laisser ce temps-là, et puis laisser aussi peut-être ne pas forcer, pas se dire, bon, si j'ai tout d'un coup envie de relire ça, c'est qu'il y a un besoin. Mais je ne sais pas si c'était plus simple avant, c'est ça votre question? Non, mais c'est par rapport à l'époque, avec la disponibilité d'informations, la vitesse avec laquelle, les choses vont. Donc c'était positif. Bon grain de muret, quoi. Ouais, et ça, c'est formidable. Mais il y a vous avez traversé toutes ces époques, voilà. Oui, c'est vrai. Mais en même temps que ça, il y a une espèce aussi de... La société capitaliste financière, je dirais, patriarcale, enfin, c'est la même chose, a vraiment très très bien réussi à couper les racines réelles de là où on peut trouver la connaissance. Ils ont vraiment réussi à ringardiser énormément de littérature qu'il faut avoir, que ce soit dans la littérature. Et je pense à tous les grands marxistes, je pense il y a une entreprise de démolition aussi des psychanalystes, il y a une entreprise de démolition de tout. Parce qu'au fond, moi je n'aurais pas dit la régalisation, j'aurais dit il y a une telle masse d'ouvrages qu'on s'y perd. Il y a toujours eu une masse. Il y a toujours eu un moment où il fallait choisir. D'accord. Intelligemment. Mais c'est vrai que quand on voit une jeunesse qui est... moi je pense que si les gens n'ont pas les outils du marxisme pour penser la société, ils pensent vraiment brouette, quoi. C'est vraiment important. Même si on n'est pas d'accord avec leurs conclusions, même si ils étaient pour l'industrialisation en outrance, il y avait plein d'erreurs. Mais ils ont des outils. Et c'est très puissant. Et on n'a pas plus puissant depuis. Il faut lire Einstein, il faut lire tous les grands fondateurs de la physique nucléaire, parce que ça nous remet à notre place dans le cosmos. C'est ardu comme lecture, mais il faut absolument s'y mettre. Et ça, si vous voulez, c'est vrai qu'on est noyé sous une espèce de romancier qu'on oubliera, quoi. Vous ouvrez le Larousse, à une page, je ne sais pas quoi, là, et vous voyez tous les prix. Mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Et moi, ça me fait penser au livre de littérature de ma mère, où il y avait les grands poètes de l'époque, de son époque, quoi. Et puis il y avait un petit codicile en bas de page, Attardés et égarés.
Et c'était Rimbaud et Verlaine. C'était quand même des gens pas normaux, moralement. Donc, donc là, vraiment, la relativité de ce qui est important, il faut vraiment vraiment en être conscient. Votre mère qui a dit qu'ils étaient attardés ou égarés? Non, c'était dans son livre de classe. Ah bon? Donc, Dans les deux classes, ils apprenaient les grands auteurs de leur époque. il y avait écrit attardé, oui. Et il y avait un codicile en fin de chapitre. Vous savez, comme dans les Lagarde-Richard du XXe siècle. Et en fin de truc, il y avait attardés et égarés, Ah bon? Rimbaud, Verlaine. C'est vraiment, c'était pas sortable. Mais il y en a plein des histoires comme ça maintenant. Et puis, Prévert a été délaissé pendant très longtemps. Maintenant, les gens le découvrent. Oui. Et il y a aussi en peinture, c'est pareil. Vous avez, ça a été la révolution impressionniste extraordinaire. Et du coup, on a oublié beaucoup de très très gens qui étaient à côté, qui étaient soi-disant des peintres pompiers, un petit peu comme Léon Gérôme, mais c'est génial. Vous connaissez la peinture de Léon Gérôme? Non. Mais c'est un mec qui a inventé le cinéma, avant le cinéma. Ouais. Il faut regarder, c'est cette peinture qui est complètement académique, mais qui est extraordinaire. Donc, voilà. Oui, mais c'est d'où l'importance des profs, des prescripteurs, de la critique, je pense que les passeurs sont là pour ça aussi. Mais les passeurs sont là, mais on ne les écoute que quand l'époque est mûre. Oui, tout à fait. Oui, on en revient à... Et quand c'est mûr pour être entendu, bah, ça vient, on l'entend. Excusez-moi, mais moi j'ai le titre du livre. Alors, le titre du livre, il est assez simple, c'est hashtag Colline Serrault. Hashtag, voilà. Pourquoi? Alors, elle a expliqué au début rapidement, donc, mais voilà. En fait, le livre, les chapitres sont des hashtags, sont des portes d'entrée comme ça. C'est bien dans hashtag, c'est que c'est dièse aussi. Oui, l'éligible, voilà. Oui, c'est Et ça veut dire que vous êtes dit très branché très branché musique. sur les réseaux sociaux, quoi. Pas sur les réseaux sociaux, mais sur l'informatique, oui. Ah, sur l'informatique. Mais très, très, très. Mais, alors... Ah vous? Ah non, pas du tout. Non. Ah non, je ne suis pas du tout scientifique. Ah mais c'est pas scientifique, ça. Les informatiques. Prenez le micro, parce qu'on enregistre, donc... Ah oui. Non, même si j'étais branchée sur l'informatique, je ne suis pas du tout scientifique, je me dis que ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est scientifique, l'informatique. Ah d'accord. Je suis une pure littéraire. C'est un peu de l'hébreu. Mais moi, je suis littéraire. Oui, tout à fait. Mais à chaque fois, ça me fait penser uniquement à Twitter pour moi. Ça ne me fait pas penser à Diez, quoi. Je passe tout de suite à Twitter. Et c'est pour ça que je vous ai demandé si vous étiez très branché sur les réseaux sociaux. Non, sur les réseaux sociaux, je n'y suis pas. Ah. Mais j'adore l'informatique. Je suis technicienne de cinéma aussi. Ah. C'est mon métier. Oui, cinéaste, oui. Le cinéaste, il est technicien aussi. Sinon, il ne sait pas comment cadrer, comment faire des lumières. C'est-à-dire à la fois vous écrivez vos histoires et en même temps je suis metteur en scène de cinéma. Mais... Ouais, les deux en même temps. Ah, je ne vois pas comment on peut faire un film sans être technicien. Ah bon? Ouais. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui délèguent après aux techniciens. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent seulement. Ce ne sont pas des cinéastes. Non. Un mec comme Truffaut, il était aussi Truffaut était un bon technicien. Ah, Oui. Il connaissait bien une caméra. Il avait été assistant. Il connaissait bien la mécanique du tournage. Et puis aussi la pellicule, la lumière. Ce que c'est qu'une optique, comment on l'utilise, qu'est-ce que c'est qu'un cadre, comment on raconte une histoire, comment c'est le montage. Tout ça, c'est des techniques, beaucoup de techniques. Qu'est-ce que c'est qu'un costume, comment est-ce qu'on peut transformer l'histoire du tissu, qu'est-ce que c'est qu'un accessoire, comment on choisit qu'il faut bien toutes les styles, toutes les époques. Il y a beaucoup de choses à savoir. C'est quelque chose que vous avez appris sur le tas, je ne veux pas me substituer, mais est-ce que vous avez appris sur le tas ou est-ce que vous avez fait une école? Mais vous l'avez appris au fur et à mesure. Une école ne vous apprend pas à faire du cinéma. On apprend des choses, surtout pas à la faculté. La faculté vous apprend à être des
des historiens ou des critiques. Mais le métier lui-même, il s'apprend vraiment en tournant. Mais il faut aussi se passionner. Moi, je me suis passionnée pour l'optique, pour les objectifs, pour la photo de manière générale, la peinture. Donc c'est une culture générale qui se fabrique. Hein? S'il y a des questions ou des réactions. On a pas lu le livre pour poser des questions. Moi j'ai lu. Qui ne l'a pas lu? Qui? Moi. Voilà. Donc c'est Bon. des chapitres à chaque fois Voilà. sur des sujets différents. Sur des sujets différents, voilà. Ouais. Un genre d'abécédaire, mais avec hashtag. Alors c'est pas un abécédaire, mais c'est un hashtag cédaire. Mais Abécédaire de Pâques. je reprends le fil et le fil. Allez-y. Non, mais c'était par rapport à même aux propos qui vont voilà, de la connaissance, et dans le livre, il y a des entrées, une entrée importante aussi sur la psychanalyse, sur Freud et sur c'est un chapitre moi, qui m'a assez interpellé, bon, sans rentrer dans le débat un peu houleux à la Onfray, une sorte de démontage en règle, parce que ce qui est quand même très appréciable, c'est qu'il y a des éléments évidemment à charge, mais il fait toujours la paix quelque part. Il y a quelque chose comme ça, c'est pas un règlement de compte. Ah non. Et je trouve que c'est assez. Je pense qu'Onfray avait un problème, disons presque filial. Lui a adoré ça, Adma est un fils de la psychanalyse. Mais c'est pour ça que Avant, il a déboulonné son père, bon, c'est chacun son problème. Hein. Et puis c'est bien, Onfray. Mais oui, bon, bah, il y a plein de choses qui sont vraies, mais ça me fait penser un petit peu aussi à l'histoire du théâtre, par exemple. Si vous prenez Tchekhov venait d'une culture théâtrale extrêmement boulevardière. Les comédiens étaient formés à envoyer des punchlines, ils étaient vraiment... Le théâtre russe de son époque était extrêmement calqué sur le boulevard français, sur le vaudeville, etc. Lui, il a, par son théâtre et par son désir, comme il a parlé à ses comédiens et ce qu'il demandait à ses comédiens, c'était aussi avec l'avènement de la psychanalyse, d'aller vers plus de profondeur, d'introspection et de complexité dans les personnages. Donc, Stanislavski qui a établi les trois pôles sur lesquels il doit travailler un acteur, le personnage, l'acteur et la personne privée. Voilà. Et cette circulation entre les trois entités, ça c'est... Et alors, donc ça a été une révolution à l'époque de Tchekhov. Mais la révolution de Tchekhov, il la faisait avec des gens qui étaient super formés au boulevard. Donc, je veux dire qu'ils amenaient cette profondeur, plus l'humour, la rapidité, et alors après, une fois que ça c'était parti, et il est resté un truc juste relou, quoi, avec des gens qui n'avaient plus la technique. Lui, il a rajouté cette profondeur sur une grande technique de théâtre. Et là-dessus est arrivé Bukowski, Brecht et d'autres, et Brecht supportait plus quoi, le côté introspection, voilà. Et il a inventé ce qu'on a appelé la distanciation, qui était une manière de dépasser cette confiture d'état d'âme, l'antissime, ce qui n'était pas à l'époque de Tchekhov, parce qu'ils étaient formés à aller très vite. Donc, et ensuite, nous les Français, la distanciation, donc on a produit un théâtre, mais d'un ennui mortel, parce que tout était distancié. Alors que lui, il avait construit la distanciation sur des gens qui étaient tout dans la profondeur psychologique, justement. Donc, je disais ça parce que... On est parti de Freud. Oui, de Freud et d'Onfray. Je veux dire qu'Onfray, il est pétri de la connaissance de l'inconscient, et il cherche ça aussi. Et puis, mais
qui le critiquent, etc. Et moi, c'était mon intérêt dans l'analyse de Moïse Boulottisme, qui est quand même un très très bon bouquin, c'était, il faut garder, c'est comme Marx, il faut garder, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire que Freud a complètement, ça a été une énorme blessure narcissique pour l'humanité, c'est un grand moment de l'humanité, de comprendre qu'on dirige rien, qu'on est mené par des forces qu'on ne domine pas et que c'est très bon. Et donc il faut garder ces outils. Et il a des outils aussi d'analyse qui sont oui, donc il faut le garder ça. Si après, Freud était un fruit de son époque, donc il avait une manière de. Il était à fond dans le patriarcat, bien qu'il avait en fait les outils pour le faire péter, mais là, c'est là qu'il s'est arrêté. C'est là que vous introduisez quand même la question du viol, du rapport. Oui, son analyse il a des informations qui sont complètement planquées par Odinesco et toute l'école de psychanalyse officielle. L'Église, c'est le catéchisme. Mais en fait, on sait maintenant, et les lettres de Fils qui ont été cachées, qui ont été planquées, on sait d'où vient la souffrance terrible de l'hystérie, quoi. La vie en général, et c'est ce que Freud a trouvé, et qui était dans sa propre famille. Et Fliss, c'est son meilleur copain. Enfin, je ne veux pas, parce que tout est bien dit dans le code, je ne veux pas commencer tout. Mais ce qui est intéressant, c'était de replacer les choses que Freud n'a pas pu dépasser, parce que son époque, c'est pas lui, c'est pas sa faute. Oui, il est son époque était comme ça. Et maintenant, on peut lire autrement ça. Et on va voir toute la grandeur, la limite, et la dépasser. C'est ça qui est intéressant, c'est pas la peine de faire le procès de Freud, on s'en fout du procès de Freud. Il faut utiliser les outils qu'il a pour aller plus loin. C'est pareil, avec l'histoire de Polanski, je m'en fous de Polanski. Bon, c'est un violeur multirécidiviste, on sait. Bon, et c'est pas très grave, on va pas l'accuser de lui. Il est dans un système patriarcal. Dans un système patriarcal, il a le droit de faire ça. Le système lui permet quelque part. Et maintenant, de plus en plus, ça devient intolérable. C'est pas lui qui a changé, c'est nous qui avons changé. Et c'est pour ça. Le système lui permet, mais la loi le condamne. La loi est là. Il y a une loi qui est là. La loi, elle n'est plus là, parce que de toute façon, il s'est barré. Oui. Donc il ne sera jamais condamné. Mais au fond, ce qui est important dans cette histoire, c'est de comprendre comment la société a changé. Comment le patriarcat se fissure de tous les côtés, comment certaines choses on ne les supporte plus, et comment on les dit même simplement. Et parce qu'on ne le disait pas avant. Toute cette violence sexuelle qu'on subit toujours et qu'on disait que nous-mêmes on ne la disait pas. Et cette violence de comportement en permanence. C'est comme le bouquin Dans la peau d'un noir, vous l'avez lu, de Griffith. Oui. Ce type, il prend une pilule, il devient noir. C'est un journaliste blanc, il devient noir pendant un mois. Là, il écrit un bouquin qui est phénoménal, quoi. Parce qu'il faut être dans cette peau-là pour comprendre ce qui se passe. Il faut être dans la peau d'une meuf pour savoir comment, depuis l'enfance, on te regarde comme ça, quoi. Et c'est pas... Les mecs sont pas coupables, personne n'est coupable. On est dans... Voilà, c'est un biotope. Bon, il est en train de changer, quoi. Voilà. Ça aussi, c'est abordé dans le livre. Ah oui, jamais. Si. Il y a non, mais il faut acheter le livre, tout simplement. Pas tant de main, on va pas faire tout un devenir sur la psychanalyse, mais pas tant avec Dolto non plus. Non, pas tant, c'est pas fait de pas être. Non, je cite un truc qui a été un scandale absolu à l'époque, que tout le monde a passé sous silence. On a glorifié cette espèce de meuf. Moi, avant même de savoir. Non, mais avant même d'avoir lu ce truc-là, avant même d'avoir ce truc-là, j'ai lu un bouquin de François Dolto et j'ai dit ça, je l'ai jeté directement à la poubelle. Il n'y aura pas un bouquin de Dolto dans ma bibliothèque. Bien avant d'avoir ça. D'accord, non mais. Il y a des années. Il y a des années, d'accord. Oui. J'ai vu tout de suite le truc. Alors là, je l'ai vu, mais comme un scam. J'ai eu cette meuf, elle a eu un problème avec sa mère, je ne savais pas. Elle a eu un problème avec sa mère, elle est femme, et elle va tout le temps nous dire que c'est le père qui est génial, parce que c'est une collabo patriarcale. Et elle a vraiment... C'est une saloperie, quoi. Et j'ai tout de suite senti ça, quoi. J'ai jeté le bouquin à la poubelle, et j'ai interdit qu'il y ait un bouquin de Dolto chez moi. Ça, c'était interdit. Bon, bien sûr, on a tous des bouquins imbéciles, qui disent que des conneries, quoi. Et maintenant,
Là, sort un jour le scandale, ce qui est écrit dans le bouquin, et là on voit clair ce que c'était que Dolto, parce que tout d'un coup, elle était tellement glorifiée qu'elle n'avait même plus la décence de cacher ce qu'elle pensait vraiment, quoi. Parce que c'était son problème perso, quoi. Oui, après, est-ce qu'on peut... Lisez le livre. Oh, c'était prévu, hein, je suis venue pour ça. T'inquiète. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, il y avait, même si l'intellectuelle n'est pas parfaite, la clinicienne n'est pas parfaite à tous les niveaux, mais il y a eu quand même une ouverture sur l'écoute de l'enfant, toutes ces choses. Non, mais non. À l'époque, moi j'étais pas né. L'écoute de l'enfant parce que sa mère était une salope. Oui, c'est pareil que d'accord, mais il y a une vulgarisation, il y a une popularisation quand même. C'est pareil que Bettelheim, qui disait tout le temps les autistes sont autistes parce que leur mère c'est une salope, et ça va. On a découvert ensuite que l'autisme c'était des trucs purement génétiques. Oui, d'accord. Mais c'est en même temps intéressant, Bettelheim. Bon. Non, mais par rapport à... Espèce de matraquage sur les mères, il y en a marre, quoi. Il y en a marre, quoi. Non, mais le dossier, je pense que vous maîtrisez mieux que moi, mais moi, je me dis toujours que, à ce moment-là de l'histoire, il y a eu des choses qui ont été popularisées, peut-être par les mauvaises personnes, mais qui ont été popularisées quand même, et qui... Oui, mais vous avez raison. Qui n'ont été pas négatives dans... Voilà. Bien sûr, puisque le public s'en est apparé et que ça lui a fait du bien à un certain moment, c'était que c'était important. Je pense. Après, Après on a compris que c'était que beaucoup de choses étaient biaisées là-dedans, et puis voilà, ça avance comme ça, ça avance. Est-ce que je pensais au... Enfin, moi j'avais eu l'idée quand même de loi. Je ne connaissais rien de tout ça. Mais comme sur beaucoup de... Je sais pas, ce sentiment, je sens des trucs. Est-ce que vous avez vu le documentaire de Yolande Zoberman, M? Ça vous dit quelque chose ou pas? J'ai pas vu. Vous en avez entendu parler? De ce jeune homme qui vivait dans les quartiers ultra-orthodoxes, où le viol était là, de Tel Aviv, où le viol était... Non, c'est sorti l'an dernier. Ah non, j'ai pas vu, mais parce que On peut le voir encore, ce une film. formidable sur les deux filles. Vous avez vu un sécriste juif là. Alors, on ne l'a pas là en ce moment, mais on le vend. Et il faut le voir parce que c'est quelqu'un qui justement est pas du tout dans la... qui revient sur ces lieux-là où il a été maltraité et il va à la confrontation avec son ancien agresseur, mais genre 10-15 années plus tard, avec ses parents également. Et c'est un film très positif, pas du tout larmoyant, pas du tout culpabilisant, mais au contraire, il se rend compte que c'est une pratique évidemment générale dans les familles, dans les... le désir prend une forme totalement malade, quoi, parce que la religion est là, tout cadenassé, mais le film est très solaire, quoi. C'est pas du tout quelque chose, est très positif, et c'est un film qui circule et qu'il faut voir vraiment, quoi. Festen, ça a été très important, Festen, hein, pour mettre à jour tout ça. Dynamitage... C'est marrant que vous dites solaire, et il paraît que j'ai entendu parler de ce film, que c'est toujours tourné la nuit. Exactement. Oui. C'est rigolo. Exactement. Oui, solaire dans le personnage, mais en effet, c'est un film qui a été tourné de nuit, dans ce... Oui, tout à fait. Vous avez raison. Ouais. Festen, vous parlez de Festen? Oui, enfin, ça a été une bombe, Festen, quoi. Ça a été important dans l'histoire du cinéma, mais aussi de la société. Hein. La famille la avec... théorie sur la Sainte Vierge aussi, il y en a qui l'ont écrit. Mais c'est des trucs, ça. Hein. Non, mais ça a été... c'est très drôle parce que... Quand j'ai vu ça... Mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est très curieux comme réaction, même si, bon, je sais pas, voilà, c'est l'histoire, mais c'est la chose la plus évidente qu'on m'ait racontée, mais depuis très longtemps. Je suis une famille qui est catholique, voilà, mais j'ai toujours entendu ces histoires, et puis c'est vrai qu'on essaie de coller la Trinité, on essaie de faire coller la chose, de faire tenir, et voilà, pour que c'est... Et c'est vrai que vous faites une proposition qui est... Qu'est-ce qu'il y avait écrit là-dessus? Personne n'a dit que ça, c'est du non, pour moi, ça. Ah oui. Ah bon, je n'ai rien lu là-dessus, non. Ah.
Ah oui, d'accord, parce que je me Ah suis dit, oui. mais où est-ce qu'elle est Bah, où est-ce moi, qu'elle je a suis, dit ça, je suis où est-ce fille que- petite fille de pasteur, donc je me suis très Bah, alors Paris, chrétienne, justement. D'accord, d'accord. Et moi, et puis, enfin, très chrétienne et en même temps antipapiste, attention. Hein. Et puis en même temps, qui ont supprimé le culte de la Vierge, ce qui est quand même une bêtise. Ah non, pour moi, c'était tout d'un coup, c'est aussi c'est toutes les recherches, le féminisme, Freud, c'est le fils du père. En deux mots, voilà. C'est le fils, c'est le fils du père. Vous connaissez un mec qui n'est pas le fils de son père, vous? C'est pas moi. Oui, c'est le fils du... Pourquoi du père? Il manque une phrase. Il manque une phrase. Il y a une phrase qui a été refoulée. Et on a rajouté, on a mis donc le père, le fils, puis le bout de la phrase, on l'a remplacé par le Saint-Esprit. Voilà. Ça fait penser à la vie d'un long fleuve tranquille. Non, madame, je vous jure, je n'ai pas compris. Mais c'est comme la Vierge. Bah, écoutez, enfin, vous n'êtes pas enceinte. Mais si, madame, je vous jure. Voilà. Elle est drôle, cette scène. Formidable. Donc, à un moment, c'est le fils du père, il manque une phrase. Eh bien, c'est un fils, quoi, mais de son père et de sa mère, quoi. Mais pourquoi le fils du père? Il manque la phrase qui manque, et qui est le fondement du patriarcat, c'est le viol, c'est l'appartenance et la propriété du corps de ton enfant et de ta femme, la propriété, le père, t'as la propriété de ton corps, c'est le fils du père de sa mère. C'est le fils du père de sa mère. C'est-à-dire, c'est le fils du père de Marie, quoi. Voilà. Donc, cet enfant est un enfant de l'inceste. Je savais pas. Non, mais... Non, mais personne, on ne sait pas. Personne ne sait ça. Et Non, moi, mais- je l'ai senti, je l'ai compris, et je l'ai écrit. Mais c'est révolutionnaire parce que c'est vraiment... ça justifie le viol, ça justifie l'inceste, ça justifie le patriarcat. C'est le fondement du patriarcat. Et le monothéisme est le fondement du patriarcat. C'est-à-dire... On a le droit de ne pas être d'accord. Hein. Ah non. On a tous les droits. Et à un moment, cette réalité, elle ne fera que s'imposer. Non, mais c'est Et intéressant c'est comme pas retour contre de... les catholiques. Les catholiques. Et moi, il y a aussi, on faudra étudier un jour pourquoi le patriarcat a eu ce succès. Il y en avait besoin, peut-être. De structure, hein. Oui. Tant pis, Ça nous en fera lier quelque part, mais c'est sympa. Donc, en même temps, hein, Ah ouais. à un moment, on est un peu dans un espèce d'effondrement quand même. Ah bah oui, aujourd'hui, c'est... Donc après, moi, en disant ça, je critique pas ça m'est complètement égal. Il y a la critique sociale de ce que c'est que les grandes organisations religieuses qui sont des organes de pouvoir, quoi. Les abus et tout ça. Bon, on les connaît, ils prennent la forme religieuse, ou ils prennent la forme, toutes sortes de formes. Hein. Ça peut être la féodalité, ça peut être la royauté, ça peut être l'islam en Iran. Il y a toutes sortes de formes de grandes sociétés facho et dominatrices. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment, qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est l'histoire. Toujours, on croit qu'on est dans un environnement, par exemple, web. On n'est pas dans un environnement web, on est dans un logiciel web qui lui-même est dans Windows. On croit qu'on est dans Windows, on n'est pas dans Windows. On est dans un environnement DOS, qui est un langage et qui domine l'informatique. Et c'est ça qui est derrière l'informatique. C'est des 1 et des 0. Et le patriarcat, c'est pareil. On croit qu'on est dans une société démocratique. On croit qu'on est dans une société, ou bien capitaliste financière. Non, on est dans une société à la base patriarcale qui induit tout le reste. Et c'est ça le vrai cadre. Et c'est celui-là qui infuse. Et en plus, il est prescripteur de lois, d'un nombre infini de lois très puissantes qui ne sont pas écrites. Et les lois qui ne sont pas écrites, elles sont beaucoup plus puissantes que les lois écrites. Bien pire. Et bien plus destructrices. C'est-à-dire que les injonctions patriarcales sont très puissantes. Elles sont rentrées dans notre ADN. Il y a un homme qui s'appelle Nadal, il y a eu un article sur lui, et lui dit que le citoyen a le droit de savoir comment sont les lois. Alors je pense que Édouard Philippe, qu'est-ce qu'il va prendre demain?
Parce que cet homme-là, il va laisser sa place. C'est un homme qui est au-dessus de tout le monde, qui représente enfin, pour empêcher tout ce qui est mauvais dans le pouvoir. Le pouvoir est le mal, en fait. Le mal, pas le mal, le mal. Toute question de pouvoir est à remettre en question, quoi, c'est tout. Je vous enverrai C'est pas encore cet article sur sur le monde. question, hein, ça. Je vous l'enverrai parce que c'est vraiment évident ce qui est écrit. Il y a un très beau livre, je ne sais pas si vous l'avez, de Yvon Jabonka, qui s'appelle Des hommes justes, Ah oui. Alors, qui repense la masculinité, ça c'est formidable. Je vous enverrai Très cet beau. article, c'était cette semaine dans le Monde. Et ça m'a accroché parce que je connais un Nadal et je me disais que c'était sûrement de la même famille parce que c'était un homme qui était juste, celui que je connais. Et on rencontre rarement des gens qui sont des justes. Quel mode de fonctionnement alors je ne sais pas régulière, mais se dire que le spirituel doit être organisé l'histoire nous montre qu'il y a un vide spirituel, on voit dans les conséquences aussi, parfois dramatiques que ça peut déclencher. Pas de patriarcat, mais alors quelle serait une belle alternative, quel chemin, quelle proposition plus douce, plus à l'écoute, de quel modèle il faudrait s'inspirer Vous êtes en train de la définir. Et de quel modèle il faut s'inspirer? Peut-être d'aucun. La nouvelle société, elle est en train d'advenir. Elle n'est pas encore pensée, elle n'est pas encore organisée. Elle s'expérimente énormément. Je fais beaucoup d'acteurs à la campagne, des danseurs, du avant classe, c'est très très beau, c'est vachement bien. Des hommes justes, pour repenser une nouvelle masculinité, en accord avec soi-même. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se pensent en ce moment. Je pense que c'est pas mûr, malheureusement. Il n'y a pas une proposition suffisamment forte encore et organisée, à mon avis, pour que le pouvoir bascule vraiment dans quelque chose qui pourrait être constructif pour l'instant. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une période très révolutionnaire, ou en tout cas très grand bouleversement, mais c'est un peu comme la commune, quoi. C'est pas prêt, quoi. C'est la révolution et loin encore. Mais il n'y a pas encore, disons, mais on est en train de les expérimenter aussi concrètement, les nouvelles formes d'organisation. Il y a plein d'expériences sur la démocratie dans les villages, la démocratie alimentaire, ça passe beaucoup par la terre quand même, la vraie révolution qui est en train de se faire. Mais il va falloir penser aussi toute l'économie, tous les rapports économiques. Qu'est-ce que c'est que la dette? Qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Comment est-ce qu'on va se mettre en rupture? Et ça va forcément passer par des moments très difficiles pour la société. Voilà. Et est-ce qu'il y a suffisamment de puissance qui puisse se mettre ensemble pour faire une espèce de début d'international, d'alternative? C'est des questions qui ne sont pas du tout... Moi, je ne sais pas... Moi, je réfléchis à tout ça, mais je n'ai pas de réponse et je pense que je ne vois pas pour l'instant de force politique qui représente ça. Mais il y en a peut-être, et puis ça peut venir très vite. Hein. Les gens peuvent se politiser en un mois. Hein. Mais comment lutter contre les lobbies, par exemple? Oui, alors il y a aussi ça. Je relisais, je suis en train de trier en ce moment, et je relisais un Monde du mois de juillet de l'année dernière. Et il y a dans l'île à Belle-Île, les gens, il y a une personne qui a donné le signal et les gens ont commencé à faire des analyses de leur urine. Ils sont tous complètement
abîmés par le glyphosate. Tous, et les enfants plus encore que les adultes. Alors comment Mais ça, c'est fou Ouais, ça. oui, Je mais l'ai ça, on sait retrouvé que hier dans- et je me suis dit mais oui, c'est fou on comment sait que dans les faire. rivières, il y a des Mais des oui, centaines oui. d'agents. On sait tout ça. L'eau et nous-mêmes, on est plein de métaux lourds. Enfin bon, on est une race en mutation. La question, c'est un peu comme l'histoire du mur de Berlin ou l'Empire anglais. Il le dit dans le film La solution locale, c'est très beau. L'Indien dit le soleil ne se couchait pas sur l'Empire britannique. Il n'y a pas longtemps. Hein. C'est pas la préhistoire. Hein. Et à un moment, les choses tombent. Elles peuvent tomber. Encore une fois, elles peuvent tomber d'elles-mêmes d'une manière très organique. Comme le mur de Berlin est tombé pratiquement sans mort. Ou elles peuvent tomber violemment, on ne sait pas. Mais moi, je ne suis pas mal au soleil. Hein. Voilà, on réfléchit, quoi. C'est tout. Mais là, pour revenir sur la question du patriarcat, est-ce que. Ça se fissure. Oui, ça se fissure, mais est-ce qu'on peut appeler les mini-résistances ou est-ce qu'à l'échelle d'une cellule de la famille d'un couple, est-ce que tout ça peut pas basculer ou est-ce qu'il faut forcément un mouvement général ou des prises de conscience individuelle? Oui, alors, c'est toujours la dialectique entre je me change moi-même ou je change le monde. Oui, c'est pareil. mais c'est toujours C'est la même, mais elle a ses C'est-à-dire pertinences. qu'il faut les deux. Mais c'est-à-dire que ceux qui disent change-toi t'amène d'abord, enfin ça c'est tout le mouvement apolitique américain, changeons nous-mêmes individuellement et on changera. Vient le colibri. Moi je mets mon petit godet, la forêt brûle, je m'en tape, c'est n'importe quoi. Vous l'avez filmé Pierre Rabhi quand même. Oui, mais j'aime beaucoup Pierre Rabhi. Il y a un moment. Et son colibri, vous n'y croyez pas? Enfin écoutez, c'est ridicule, c'est complètement ridicule, cette allégorie est stupide, enfin quoi. Le gars il s'en fout, quoi. Il met son godet, quoi, mais je veux dire, c'est un colibri, ça va être. Et la forêt brûle, on le voit bien en Australie. C'est des millions d'hectares. L'air est jaune dans toutes les grandes villes d'Australie. C'est un incendie, quoi. Et on est en train de vivre ça. Donc, l'espoir, c'est que l'Empire ne se couchait pas sur l'Empire britannique, et le soleil ne se couchait pas, et puis le soleil, il s'est effondré. Et cette société, elle peut s'effondrer aussi, et d'une bonne manière. Mais parce que les choses peuvent changer plus vite qu'on le croit. Et il y a une résilience dans la Terre. On le sait, c'est beau quand il parle de ça, Bourguignon, quand il dit une terre comme par exemple la Beauce et la Brie qui sont des déserts absolus. Mais il y a des plantes qui vont revenir, qui sont des plantes réparatrices, qui vont bouffer les toxines, qui vont préparer le terrain pour d'autres plantes. Ça met 15, 20, 30 ans pour réparer le terrain. Monsanto, ça va mettre un peu plus de temps. Ben oui, mais ça, la réparation de cette société, on ne la verra pas. Oui, voilà. On peut espérer ça. La cicatrice est longue. Ben déjà, Amandé Luther, qui a vécu depuis 50 ans de pesticides, 70 ans, c'est entre 15 et 30 ans, et encore quand tout va bien. Beau film de Dominique Marchais aussi, du temps des grâces, qui fait penser à votre film, qui replace la révolution agricole dans son contexte historique de l'histoire de l'humanité. En un demi-siècle, on a pu progresser quand je sais pas, 5000 ans, 10 000 ans d'humanité, c'est fou, quoi. On se rend pas compte à l'échelle de notre génération les transformations, les changements, les révolutions incroyables, voilà, du monde, de la société, du rapport à l'environnement, de la violence que ça crée. Il faut penser tout ça. Je crois qu'il y a un très beau film, je ne l'ai pas vu encore, mais je vais faire un débat avec elle, le nouveau film de Marie-Monique Robin, qui s'appelle Nouvelle Cordée. D'accord. Je crois que c'est un truc vraiment important, c'est des chômeurs et des retraités qui se sont mis ensemble, ils ont mis leur salaire et leur petite retraite ensemble, ils ont fondé une entreprise. Et dans cette entreprise, tous les salariés de l'entreprise qui retouchent leur heure, c'est eux qui décident ce qu'ils vont faire. Chaque salarié décide de ce qu'il va faire, donc il fait ce qu'il passionne, et il le fait bien, et il le fait. Et puis ça finit par bien marcher, quoi. J'ai pas vu le film, mais il paraît que c'est génial. Oui, mais il faut être du côté de l'invention. Oui, il faut inventer d'autres formes, mais qui sont, quand on les entend, ça fait bizarre, et après, on se dit, mais oui, au fond. Très bien. Très bien.
C'est Nouvelle Cordée. Nouvelle Cordée. Nouvelle Cordée de Marie-Hélène Corbin, c'est la Gabelle et sur mon centre. C'est une super journaliste, hein, qui a fait des choses. Dernière question, et puis après on... Une question sur le cinéma et vos envies de cinéma, parce que ça fait un moment que vous n'avez pas fait de film de cinéma. Le cinéma est en crise aujourd'hui, quand même pas mal. Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Est-ce que vous avez encore des envies de fiction? Parce que moi je me rappelle que vous avez fait des films très poétiques, hein, que j'ai beaucoup aimé. Trois hommes et un couffin que je revis dernièrement, ça, Jacques Lamec. Enfin, voilà, c'est quand même des choses qui n'apportent pas de solution forcément, mais qui repoétisent un peu le monde, et je crois que c'est important aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez laissé tomber le côté de faire des films, parce que je sais que c'est très difficile aujourd'hui, ou est-ce que vous en êtes là-bas? Oui. Alors, d'abord, vous dites des films de cinéma, j'ai fait 2 films à la télévision, et qui sont importants pour moi, et que je n'ai pas du tout négligé. Et j'ai voulu le faire pour plusieurs raisons. D'abord parce que je voulais voir comment c'était de tourner très vite. Avec des techniciens qui sont excellents, qui sont vraiment, on a exactement les mêmes équipes en nombre et en technique, quoi, que les équipes de cinéma. On tourne beaucoup plus vite. Et je voulais voir un peu ce que ça faisait. De toute façon, moi, je suis toujours hyper préparée, avec des storyboards en béton et tout ça, donc, et des découpages. Ça ne me dérangeait pas d'aller vite, au contraire. Et je me suis rendu compte que c'était très agréable de tourner comme ça. Je n'ai pas du tout souffert. Les délais de montage non plus, puisque comme mon film était un puzzle hyper précis, et que j'ai eu quand même le temps de faire au minimum entre 7 et 10 prises par prise, donc, ce qui est à peu près un ratio de cinéma. Donc je n'ai pas souffert, ça m'a intéressé de voir ça. Et le film, c'est 5, 6, 7 millions qui l'ont vu. C'est un film sur l'écologie, sur le racisme. Ça s'appelait Couleur locale avec Elisabeth Nanty. Et sur comment on pourrait mettre les cantines en bio en utilisant des terrains locaux, etc. C'était hyper, l'air de rien, politique. Hein. Après, j'ai fait aussi, dans le même ordre d'idée, et pour moi, c'est des films. Parce qu'il y a une espèce de racisme anti-télé chez pas mal de critiques de cinéma ou comme ça. Ils ont tort, parce que le cinéma évolue. Et j'ai fait un film sur l'entrée sur Brossolette, quand il est rentré au Panthéon, et ça a été aussi une très belle expérience sur le plan visuel même. Parce qu'on a pu tourner dans des décors et des costumes de l'époque à Bordeaux, et on a fait vraiment un très beau boulot. Donc moi je ne me considère pas, et puis j'ai fait aussi un film qui se considère comme de cinéma, qui s'appelle Tout est permis, alors que c'est un film que j'ai tourné moi-même avec ma caméra. J'ai fait le son et la caméra seule, et avec une écriture qui était extrêmement comme ça, pas du tout comme... Donc, et comme il est sorti en salle, on considère comme un film, c'est un reportage. Moi, j'ai plus envie des étiquettes. Voilà. Moi, maintenant, au cinéma, c'est fermé pour les films d'auteur. C'est complètement fermé. Vous avez plus de... Il n'y a pas de distributeur, ils ont de la trouille, il y a trop de salles, il faut qu'il y ait une rotation. Faire un film de cinéma, c'est 3 ans d'une vie. Déjà, la télé, c'est 2 ans d'une vie, parce que le tournage, c'est une chose, mais tout ce que vous faites avant. Donc vous donnez 3 ans de votre vie pour un truc où la première semaine, on vous dit c'est mort. Mais quand on ne vous le dit pas à 9h10, comme on me l'a dit pour la belle-mère, donc je veux dire, il y a un moment, ok, mais je ne vais pas toujours toute ma vie attendre 20 ans, quoi, pour que... Non. Et puis, il y a un nouveau phénomène, c'est que maintenant, pour moi, les choses vraiment importantes qui disent, qui sont politiques, elles se disent dans les séries. Qui sont, même les séries, je regarde tout, moi, je suis vraiment une chronophage, une sériephage qui est chronophage. Parce que si vous regardez les Peaky Blinders, Downton Abbey, là, The Crown, c'est hallucinant l'image de Crown. C'est pourtant une série un peu à l'eau de rose sur la reine d'Angleterre, mais c'est une analyse de la société, et c'est des images, mais il n'y a plus personne au cinéma qui fait ça. Donc, Peaky Blinders, vous l'avez vu, c'est extraordinaire l'image. Il y a plein de... Même House of Cards, les parties pris d'image, des cadres, enfin, il y a des écritures formidables dans les séries maintenant. Ils ont le temps, ils ont les budgets aussi, et puis ils ont l'audace, quoi. Et il y a beaucoup plus d'audace politique, il y en a de moins en moins, hein. Mais enfin quand même. Ça se glisse un peu, mais ça reste quand même... Oui, mais il y a encore des trucs où on peut dire des trucs, quoi. Oui. Et c'est pour ça que
je suis pas moi. Là, je prépare. J'ai écrit ce film qui s'appelle Tempête. Je vais essayer de le tourner. Normalement, je devrais pouvoir le financer, mais j'ai pas la même rage qu'avant, parce que je sais ce qui va se passer, quoi. Vous seriez prête à bosser avec Netflix, du coup, pour être sur un truc comme ça? J'ai très envie de bosser avec Netflix, par contre. Ouais, oui. J'ai écrit une série sur Consuelo, le bouquin de Georges Sand. Très très beau livre, vous connaissez Consuelo? Très très beau livre de Georges Sand. Et là, ça j'aimerais beaucoup le tourner, mais il faut aussi que Netflix passe entre le copyright et le droit d'auteur. Vous n'auriez pas l'impression de signer avec de grands Satan, donc Absolument pas. absolument pas. Ah Mais non. par rapport à la redistribution, au circuit de financement, tout Vous ça. savez, Michel-Ange n'a fait que travailler pour les papes. Il aurait dû. Il n'y a pas ça que j'ai Michel-Ange, mais il y en a un sur Rembrandt. Voilà, pardon. C'est-à-dire que de toute façon, il faut qu'on zigzague dans une société. Non, moi c'est honnête, oui, d'accord. On zigzague. Très bien. Évidemment, c'est facile quand on ne fait pas de film. Mais évidemment, Mais quand on fait des films que sa vie en dépend, parce que si on ne fait pas de film, on meurt, quoi. Parce que c'était ça, hein, pour moi. Et c'est pas seulement mort économique, c'était il fallait, quoi. Ah, ouais. Colline, je vous propose qu'on s'arrête là, Oui, et puis que ça continue de manière plus informelle, puis que vous dédicaciez si... Ouais, comme je dois partir. Oui, alors, moi, je ne parlais pas de nous en particulier, je parlais du groupe en général. Je dois partir. Oui, je sais, mais on finit juste, on applaudit Colline. Oui. Voilà, Oh, merci. pour l'applaudissement. Et vous C'est pouvez... ici ou c'est où? Bah, normalement on fait là-bas, mais si vous voulez rester ici, on fait ici. Ils sont là, quand même. Je dois partir. Ah oui, vous devez partir.